Allez, c'est parti pour le grand débat du vendredi, grand débat d'Ecorama avec cette question qui va plaire ou pas, mais elle est clivante et c'est ça qui est bien. Les super bénéfices du CAC 40 profitent-ils vraiment à l'économie française? On se pose la question aujourd'hui parce qu'on a eu hier la publication du groupe Engie et donc maintenant on a une vision d'ensemble des résultats des 40 sociétés qui composent donc l'indice parisien. Bonsoir à mes amis, bonjour, bonsoir. On commence par qui? Oui, ça dépend à quelle heure on regarde en même temps. Ouais, non, c'est sûr. Philippe Manière, bonjour Philippe. Bonjour et bonsoir. Président, bonjour, bonsoir de Footprint Consultant et bonjour, bonsoir aussi à Eric Ayer. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, 93,4 milliards d'euros parce qu'on est précis. C'est le montant des bénéfices qui ont cumulé des boîtes du CAC 40 en 2017. 24% de plus qu'en 2016. On ne va pas non plus vous abreuver non plus de cinquantaine de chiffres. C'est des résultats qui sont quasi records pour les boîtes du CAC 40. Là où il n'y a pas de débat, on se félicite, on est content d'avoir des boîtes du CAC 40 qui gagnent beaucoup d'argent. Là-dessus, on est d'accord. J'ai pas envie qu'on s'oppose là-dessus parce que ça serait dommage. Parce que la question qu'on va se poser, c'est pas de se dire oh là là, est-ce qu'ils sont indécents ces profits? Encore qu'on pourrait se la poser, mais c'est de se dire dans quelle mesure ça profite vraiment à l'économie française, à l'emploi, mais pas seulement. Et là, on se dit, d'où viennent ces bénéfices? 80% des bénéfices du CAC 40 sont réalisés, non pas en France, c'est réalisé à l'étranger. Donc on se dit, ben oui, ça ne bénéficie pas trop parce que c'est le débat du jour. C'est normal, l'argent gagné ne vient pas de ce qui est fait en France. Et ça gagne trop d'argent? La réponse est non. C'est toujours mieux d'avoir plus d'argent gagné par les boîtes du CAC 40. Oui. Mais est-ce que ça profite à l'économie française? Voilà, est-ce que c'est trop, etc. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 3, 4, 5 ans, on était tous navrés de voir que les boîtes du CAC ne gagnaient pas suffisamment d'argent pour qu'on soit sûr de leur pérennité, pour qu'on soit sûr qu'elles gardent leur rang mondial. On est quand même assez content d'avoir des boîtes qui ont un rang mondial. Donc maintenant qu'elles sont revenues à une rentabilité convenable, qui n'est pas d'ailleurs record. En 2006-2007, c'était plus. Et qui n'est pas très élevé. La marge opérationnelle, ça fait 8, j'ai calculé 8,5, entre 8,5 et 9%. C'est une rentabilité très convenable, mais enfin, ce n'est pas non plus une rentabilité à se relever la nuit. Normalement, quelqu'un qui est dans la distrib fait 2,5%, quelqu'un qui est dans le luxe fait 30-32%, puis vous avez toute la gradation. Et la moyenne fait quelque chose comme 10%, on est à 8, 8,5%. Voilà, c'est une rentabilité normale pour une période qui est une période de sortie de crise et de retour à la normale. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça bénéficie à la France? Moi, je pense que oui. Évidemment, ça ne bénéficie pas à la France. Suffisamment. Oui, alors suffisamment, après c'est une question de goût et de couleur. Suffisamment, ça ne veut rien dire. Mais ça bénéficie quand même à la France parce que des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des entreprises qui sont plus solides et qui peut-être auront moins tendance à délocaliser et qui peut-être auront moins tendance à mettre la pression sur les prestataires. Parce que c'est quand même une des grandes marques de la France que les grandes boîtes du CAC, disons, respectent modérément les prestataires et partagent modérément avec eux. Et donc, vous avez aussi l'idée que ça fera, il ne faut pas oublier ça, il y a beaucoup d'entreprises où vous avez des plans d'intéressement. Donc la valorisation de l'action pour tous ceux qui sont rémunérés d'une manière ou d'une autre sur la valorisation de l'action avec les plans d'épargne entreprise, etc., plus l'intéressement, plus, etc., ça fait quand même des sous qui viennent dans les poches de gens qui sont en France. C'est là où il y a une petite réserve, mais qui nous ramène toujours au même sujet, moi qui m'obsède un peu, qui est celui des fonds de pension, c'est que malheureusement, le capital de ces entreprises est très largement détenu par des mains étrangères. Et donc on aimerait que les dividendes aussi bénéficient à des mains françaises. Or, c'est plus la veuve du Texas que la veuve de Carpentras, ou plutôt l'instituteur du Texas ou de Californie qui va en bénéficier. Voilà, donc c'est bien dommage. Ça, pour le coup, à mon avis, c'est l'élément de frustration. Quand je vois des bons résultats, moi je suis content, sauf que je me dis, c'est dommage, il y en a une partie qui va être tout de suite reversée à des étrangers, tout simplement parce qu'on n'a pas, nous, le dispositif qui permettrait à tout le monde de bénéficier de ces bons résultats. Eric, est-ce que vous souscrivez? Qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas? Parce que, juste sur les impôts, effectivement, les boîtes du CAC 40 payent des impôts, donc sur ces... Mais non, mais c'était la question, c'est est-ce qu'elles en payent suffisamment, c'est ça? Non, mais j'en étais là-dessus. Bon, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, même si, on peut penser que si ça va mieux, elles mettront moins de pression et qu'elles délocaliseront moins. Mais ça, c'est un vœu pieux, à mon avis. C'est le monde des bisounours, Manière, il est dans le monde des bisounours. En tout cas, on n'en est pas sûr. On peut dire peut-être qu'ils te feront moins de pression. Mais enfin, en tout cas, rien n'est sûr. Donc, de ce point de vue-là, non, c'est pas mécanique. Je ne pense pas que ce soit mécanique. On peut toujours trouver mieux ailleurs, etc. C'est au moins partiellement mécanique. Voilà. Mais en revanche, je suis d'accord, c'est la question de fiscalité. Est-ce que, c'est très bien qu'elles fassent des profits. Est-ce qu'il faut, dans notre politique fiscale, aider ces entreprises? Est-ce qu'il faut faire le CICE pour ce type d'entreprise-là? Parce que vous voyez que ces entreprises-là, non seulement ont un taux d'imposition beaucoup plus faible que les autres parce qu'elles arrivent à optimiser, parce que donc elles payent des impôts en France, mais elles n'en payent pas suffisamment, c'est ça? Non, disons qu'elles optimisent beaucoup plus. Elles optimisent beaucoup plus que les autres entreprises. Et par contre, dès qu'on fait une politique de l'offre, on va dire, elles en bénéficient beaucoup plus. Parce que vous voyez, c'est des grosses masses. Donc vous voyez, la part du CICE qui va dans ces entreprises-là est colossale. Et il n'y a pas beaucoup de retombées. Quand on est déçu par l'impact du CICE sur l'emploi, en grande partie, c'est parce que, alors on met tout de suite la Poste.
Mais oui, on peut très bien dire toutes ces entreprises du CAC 40 qui, pour elles, ça ne sert strictement à rien. C'est un iota et ça coûte. En tout cas, ça fait que gonfler leurs bénéfices. Mais ça ne change pas de comportement et donc c'est en termes d'efficacité, extrêmement faible d'efficacité. Et donc, on peut se dire, non seulement elle contribue moins aux finances publiques, mais elle pèse beaucoup plus en termes de dépenses. Donc, je pense qu'en termes de finances publiques, si votre question avait été, est-ce que ça coûte aux finances publiques? Oui, ça coûte extrêmement cher aux finances publiques. Et puisque on a un problème des finances publiques et qu'il faut faire de l'austérité pour arriver à l'équilibre, eh ben, on peut dire que quelque part, alors c'est un peu indirect, eh ben, on paye quelque part ce que l'on donne à ces grands groupes en termes de déficit. Ça se tient. Ça se tient tout à fait à quelques petits éléments près que je vais me permettre de verser au débat, sous le contrôle d'Éric, évidemment. Non, sérieusement, c'est vrai, moi je ne suis pas enthousiaste sur le CICE et je pense que s'il avait fallu baisser des impôts sur les entreprises, plutôt que l'IS, qui est intéressante en termes de signal envoyé à l'international, mais plutôt que l'IS, ce qu'il faut vraiment baisser, voire supprimer, c'est ce qu'on appelle les impôts de production. Ouais, ça, c'est vraiment un truc complètement dingue. Il faut que les gens sachent que dans une entreprise, en particulier les entreprises industrielles qui sont particulièrement soumises aux impôts de production, avant même d'avoir commencé à bosser le matin, vous devez 22, je crois qu'il y en a 22 ou 23. Enfin, c'est complètement dingue. En Allemagne, il y en a 1,5. On parle de quoi? Quelle taxe? Exemple de taxe? Alors, il y a une taxe d'enregistrement de ceci, il y a la taxe foncière, il y a le versement transport, etc. C'est des trucs que vous devez, même si vous ne gagnez pas d'argent. Donc, c'est vrai que si on voulait aider les entreprises qui sont les moins opulentes, d'une part, dans l'espoir qu'elles survivent et qu'elles se développent, et d'autre part, si on voulait aider la compétitivité française, on taperait, à mon avis, plutôt là-dessus que sur le niveau de l'IS. Donc c'est plutôt là-dessus que moi j'aurais fait porter l'effort. Cela dit, sur l'opportunité de faire un effort pour alléger la charge fiscale des entreprises françaises, je crois que c'est peu contestable, parce que ce qu'Éric omet, mais sûrement exprès, bien sûr, c'est qu'avant le CICE, il y a eu des tas d'augmentations de fiscalité et de charges. Un point pour les mammouths. Si on prend 10 années, si on prend recul de 10 années, il y a eu la baisse via le CICE, puis avant il y a eu énormément d'augmentations, donc ça ne fait que corriger. Sous Sarkozy aussi, sous Sarkozy, absolument, ça commence toujours sous la droite, les bêtises de la gauche. Il n'en reste pas moins. On était en train de parler des entreprises du CAC 40. Ces entreprises du CAC 40, pour elles, c'est peanuts. De toute manière, non. Si, c'est peanuts. Non, mais les bénéfices, vous voyez, il y a une décorrélation complète entre les bénéfices et ce qui se passe en France. Donc, de toute manière, ce qu'elles font, c'est quand même ça dépend lesquelles, franchement. Enfin. Mais là, en gros, globalement, 80%, c'est quand même fait de l'extérieur. Elles avaient en 2015 des excédents, elles avaient des profits qui étaient quasi records, enfin, qui battaient les records, alors que l'économie française était à tonnes et qu'on n'avait pas encore complètement. Qui ne battait pas des records, en 2015, ça ne battait pas des records. Oui, mais il y avait quand même une progression de mémoire. On était déjà décorrélé par rapport à ce qui se passe en France. Décorrélé. Donc, du coup, il est là le problème, c'est que ces entreprises-là bénéficient de toute cette politique-là alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et donc, c'est juste, puisque ça. Non, elles n'en ont pas aujourd'hui besoin. Non, mais attendez, elles n'en ont quasiment pas besoin. Ce que vous sous-entendez, c'est que si quelqu'un n'a pas besoin d'argent, l'État est parfaitement légitime à lui prendre tout ce dont il n'a pas besoin. Ça n'a aucun sens. Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir au contraire une excellente explication pour justifier qu'on pique de l'argent à quelqu'un. Ou bien alors on n'est plus dans un état de liberté. J'ai pas besoin de justifier que je gagne de l'argent en invoquant le fait que globalement, on sait très bien que l'objectif de l'économie de marché. Elles sont moins fiscalisées que les autres entreprises et elles sont plus petites. Oui, c'est juste. Et par contre, elles reçoivent plus que les autres entreprises parce qu'elles reçoivent un massage. Et donc, et donc, il est là le problème. Elles avaient payé plus au cours des 10 ans avant. Et quand on les aide, ça n'aide pas plus l'économie française et même non, ça n'aide pas l'économie française. On voit bien que le problème de l'économie française, il n'est pas sur ces entreprises-là. Ils sont quand même sur les ETI, sur ces entreprises-là qui ont du mal à grandir. PME, ETI. On les aide pas en faisant cela. Donc l'idée, ça serait quand même que faire une politique bien plus ciblée. Donc ça, c'est pour l'aspect fiscal. Maintenant, sur l'emploi. Comment est-ce que l'emploi en France bénéficie ou pas de cette forme olympique, encore une fois, des champions français? Est-ce qu'elles embauchent encore en France au global? On a le sentiment, je pense sous votre contrôle, que quand on regarde la courbe de l'emploi des boîtes du CAC 40 en France, de salariés français, ça se retourne depuis un petit moment. Elles font de la productivité. Enfin, alors, il n'y a pas vraiment de secret par ailleurs. Hein. Ok, mais pour se développer à l'étranger. Mais voilà, puisqu'elles sont externalisées, effectivement, enfin internationalisées, effectivement, il faut qu'elles fassent beaucoup de productivité. Et la productivité, vous le faites souvent grâce à du progrès technique qui détruit un petit peu de l'emploi chez vous ou par les salaires. Ces bénéfices records, si vous le regardez en creux, c'est moins d'emplois et des salaires qui ne progressent pas aussi rapidement. Mais Philippe, on peut le dire aussi quand on voit que quand on a un chiffre d'affaires au global moyen qui augmente de 7% pour les boîtes du CAC 40 avec des résultats nets qui augmentent de
24%, ça veut bien dire qu'il y a eu des réductions de coûts, ça veut bien dire que... Ça s'appelle l'effet de levier, le rendement croissant, etc. C'est complètement dingue. Enfin, rappelez-vous, quand les boîtes, au moment de la crise, perdaient 10-12% de chiffre d'affaires, elles étaient en perte automatiquement, elles perdaient bien plus en résultat. Il y a toujours cet effet d'accélération, c'est-à-dire que, heureusement, l'ingéniosité dans la gestion des entreprises fait que, et puis encore une fois, le coût décroissant fait que vous vous trouvez dans une situation où si votre chiffre d'affaires augmente de 1 ou 2 ou 3%, normalement, votre profit doit augmenter de 7, 8, 10%. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et dans l'autre sens, j'insiste, dans l'autre sens, si vous perdez 3-4% de chiffre d'affaires, vous tombez en perte souvent. Alors après, sur l'organisation des entreprises, là encore, on part d'une moyenne, et c'est normal, hein, c'est l'indice CAC 40, il y a de tout dedans. Vous ne pouvez pas mettre en demeure totale de creuser en France pour retrouver du pétrole. Donc il y a des gens qui sont ontologiquement obligés de se trouver à développer beaucoup d'affaires à l'étranger. Vous ne pouvez pas reprocher à L'Oréal ou à Schneider ou à LVMH d'avoir gardé probablement la même base de coûts en France à epsilon près, mais d'avoir, depuis 20 ans, considérablement accru leur chiffre d'affaires en allant se développer à l'international, ce qui les a rendus plus solides, plus visibles, plus pérennes. Donc, faisons attention à ne pas reprocher systématiquement à une entreprise d'aller à l'international. Parfois, elle y est obligée. Parfois, ça... C'est pas un reproche. C'est pas un reproche, c'est que ça ne sert pas à grand-chose pour l'économie française. C'est tout. C'est plutôt un coût pour les finances publiques. Ça devrait servir sous forme de dividendes. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Bon, okay. Si on était tous actionnaires des boîtes, comme c'est le cas aux États-Unis, aux Pays-Bas, pas seulement dans des pays dits ultralibéraux, dans beaucoup de pays, la Suisse, eh ben, on bénéficierait tous de cet argent gagné à l'étranger. Ok, vous pouvez faire les fonds de pension. Vous pouvez aussi faire un tout petit peu plus de participation pour les salariés. Il y en a déjà, je l'évoquais moi-même. Le développer un peu plus en France. Effectivement, on pourrait faire, mais encore une fois, moi il me semble que non mais le CAC 40 est pas là pour représenter l'économie française et donc mais on n'a pas à le critiquer. C'est ça le fond du sujet. Mais oui, et donc c'est normal, c'est partout pareil. Et du coup, on ne devrait pas s'en soucier, y compris quand on est les autorités publiques. On ne devrait pas faire des politiques spécifiques, enfin en tout cas qui bénéficient beaucoup à ces types d'entreprises qui n'ont pas besoin. Je ne suis pas complètement en désaccord avec Eric là-dessus. Il y a un biais qui est sociologique, enfin quasiment ethnologique, c'est-à-dire que les gens qui vont voir les pouvoirs publics, les chefs d'entreprise qui vont voir les pouvoirs publics, les représentants des chefs d'entreprise sont souvent les gens qui ont le plus le temps, qui sont le mieux équipés avec des équipes spécialisées et qui peuvent avancer un agenda organisé. Ce sont donc les grands groupes. La PME du Schmoll et du Schmoll, malheureusement, du Schmoll, il est en train de pédaler pour trouver des clients. Il n'a pas trop le temps d'aller à Bercy pour expliquer ses problèmes. En revanche, les très grands groupes, eux, ont tout ce qu'il faut à la fois en motivation, en organisation, en moyens. Donc il y a forcément ce biais et c'est vrai, vous avez raison Eric, je pense que c'est la responsabilité des pouvoirs publics de le corriger. Un ministre qui reçoit un représentant d'un grand groupe, il doit l'écouter naturellement, c'est normal, et les grands groupes ont toute légitimité, la prospérité des grands groupes est dans l'intérêt du pays, mais il doit se dire attention, je vois le président de la boîte X ou Y du CAC 40, mais il y a aussi Marcel Duglan qui ne va pas venir me voir parce que lui, il est arrivé à sa galère et il ne peut pas faire entendre son point. C'est ce qui explique d'ailleurs les distorsions qu'on évoquait tout à l'heure. Les impôts de production, ce sont des industriels qui ont des marges faibles et qui sont généralement petits, sur qui ça pèse le plus. Ils ne peuvent pas aller pleurer à Bercy. En revanche, l'IS, ça bien sûr, vous avez, et encore une fois, elles sont légitimes, mais vous avez les organisations de grandes entreprises qui viennent pleurer sur l'IS. Donc je pense qu'il y a la responsabilité du décideur public est d'écouter tout le monde et d'imaginer ce que diraient ceux qui n'ont pas le temps de venir se faire entendre. Et ça, de ce point de vue-là, je pense qu'on a encore un petit problème qui explique une partie des biais que vous avez évoqués. Et je pense que la représentation syndicale est aussi trop en faveur de ces grands groupes. Et donc effectivement, il y a tout un raisonnement enfin en tout cas, il faut faire un ERAS étoile point étoile de la façon de travailler et aller un peu plus vers le modèle allemand qui essaie d'incorporer un peu plus les groupes de taille intermédiaire et pas ces grands groupes. Mais bon. Alors, est-ce que ça profite encore une fois les profits géants du CAC 40 à l'économie française? On a parlé encore une fois des impôts, on a parlé de l'emploi. Est-ce qu'on parle aussi de l'investissement? Ça veut dire qu'effectivement, c'est peut-être ou pas, on pose la question au détriment de l'investissement qu'il y a encore une fois. Nicolas Sarkozy nous parlait de la règle des 3 tiers. Un tiers. Ça, c'est, alors, parmi les bêtises qu'a dit Sarkozy, celle-ci est sans doute la plus remarquable. Ça n'a aucun sens. D'abord, le bénéfice de la société, il est déterminé après qu'elle a payé les salaires, qui sont quand même évidemment, généralement, là, dans les économies modernes, la plus grosse dépense des entreprises, ce sont les salaires. Et qu'après qu'elle a fait ses investissements, en tout cas qu'elle a amorti ses investissements. Et donc à l'arrivée, le bénéfice, il tient compte du fait qu'on a payé les salariés, et encore une fois, c'est généralement bien plus d'un tiers des coûts de la boîte, et qu'on a fixé du capital pour développer l'entreprise, c'est-à-dire investi. Donc après, vous avez le bénéfice. Alors on peut toujours dire, s'ils investissaient plus, il y aurait moins de bénéfices. Enfin, les entreprises, encore une fois, il ne faut pas imaginer qu'ils sont tous complètement tordus et qu'ils cherchent exclusivement à s'autodétruire. Une entreprise, elle investit généralement à hauteur de ce dont elle a besoin. Et j'ajoute que si elle investit de manière intelligente, elle investit pour partie en capitaux propres et pour partie en dette. Surtout quand l'argent vaut rien, ce qui est le cas aujourd'hui.
Donc, on peut même aller jusqu'à plaider, je ne le ferai pas parce que je ne vais pas vous faire pousser des cris, messieurs, mais on peut même aller jusqu'à plaider qu'il y a quelque chose de sain à ce que les entreprises rachètent leurs actions et s'endettent dans une certaine mesure. Non, mais dans une certaine mesure, jusqu'à un certain niveau pour optimiser le coût du capital. En tout cas, le fait de gagner beaucoup d'argent ne manifeste d'aucune manière en théorie ni en pratique le fait qu'on sous-investit. Pardon, mais vraiment pas. Mécaniquement, quand on rachète des actions, c'est une part du bénéfice qui sert donc effectivement à réduire le nombre d'actions en circulation. Le gâteau à partager, il y a moins de gens qui vont chercher à avoir des parts du gâteau. Ça fait monter le cours de bourse, c'est très bien, mais économiquement, il faudra m'expliquer quel est l'intérêt économique. Je vais vous le dire, c'est la théorie du marché, c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez besoin de moins d'argent pour développer votre business, vous le rendez au marché et devinez quoi? Le marché va l'allouer à des gens qui ont plus besoin et dont les taux de rentabilité putatifs sont plus élevés. C'est complètement bien décrit en économie. Bien sûr, moi je m'arrête Donc il y a des excès dans cette matière, j'en dis ce qu'on vient pas, mais sur le fond, que quelqu'un qui a trop de capital pour optimiser sa structure de bilan le rende au marché et que quelqu'un d'autre vienne le chercher, ça s'appelle l'allocation de la ressource optimisée. Ça veut dire qu'il n'a pas assez de projets d'investissement qu'il estime suffisamment rentable. Bien sûr, mais vous êtes Gillette, mettons qu'il y ait 7 milliards d'humains, dont 3,5 milliards d'hommes. Ça fait 7 milliards de joues. Au bout d'un moment, vous vous êtes équipé pour vendre des rasoirs à tout le monde. On ne va pas faire raser les gens 2 fois par jour. On peut faire la 7e lame, la 8e lame, la 9e lame, mais il y a des limites. Donc au bout d'un moment, Gillette, je prends un exemple au hasard, mais pour bien me faire comprendre, disent j'ai équipé tous les hommes avec le rasoir le plus élaboré que je pouvais faire et le plus cher possible, j'ai trop d'argent, je le rends. C'est très bien parce qu'il y a la start-up qui va se monter à côté et qui, elle, pourra récupérer l'argent et pourra se développer avec de meilleures perspectives. C'est ça l'allocation optimisée du capital. Enfin, encore une fois, c'est pas moi l'économiste ici. En théorie, ça se tient. Non, mais en théorie, ça peut se tenir, mais on voit bien que là, aujourd'hui, il y a eu des banques centrales qui ont injecté énormément de liquidités, qu'ont fait les entreprises, elles ont fait des bénéfices et elles ont uniquement utilisé ces liquidités pour racheter leurs actions. Ça n'a pas uniquement. Mais non, mais beaucoup en tout cas. Aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis et en France. Pas beaucoup en Europe. Si, c'est États-Unis et France. Enfin, et ça explique pourquoi aussi on bat des records dans le CAC ou dans les bourses américaines. Bon, on voit bien que l'intérêt économique est quand même extrêmement limité et en tout cas, c'est un détournement. Mais non, c'est un détournement complètement du quantitative easing. Mais non, parce que ça. Mais ça, le quantitative easing, moi personnellement, je suis très réservé sur le quantitative easing. Heureusement qu'on l'a fait. Heureusement qu'on ne sait pas où on serait si on l'avait pas fait. Mais on ne peut pas dire ça pendant 30 ans. Ça, c'est juste. Mais on est en train d'en sortir. Ouais, mollo, doucement. Si, en tout cas, la Fed est en train de sortir, la BCE l'a annoncé tranquillement. Piano. Oui, mais ok, le CAC 40 est sorti d'affaires, effectivement. Eux, ils ont complètement gobé la crise, mais il faut rappeler que sinon, l'économie réelle n'a pas gobé la crise. Vous dites que les boîtes du CAC 40 ont gobé la crise. Les boîtes du CAC 40 ont gobé la crise. En même temps, elles continuent à gérer au cordeau. À se restructurer. Il y a cette idée qu'il y a toujours cette optimisation permanente des coûts, masse salariale, dépenses. Comme au temps de crise, on dit que ce n'est pas un peu décalé, anormal, au vu justement de plans de sur-bénéfices, qu'elle continue à se dire « je suis encore en temps de crise, il faut continuer à serrer les boulons ». C'est très juste. Quand vous comparez avec, mettons, les États-Unis ou le Royaume-Uni, où les choses sont beaucoup plus assumées, c'est-à-dire quand il n'y a plus de sous, on coupe dans les coûts et violemment. Mais après, on lâche un peu. Alors, ils ne relâchent jamais autant qu'avant la crise, parce qu'évidemment, l'humanité, c'est l'humanité. Mais malgré tout, tout d'un coup, les négociations deviennent plus faciles avec les prestataires, les sous-traitants, etc. C'est vrai qu'en France, on a une manière de voir le monde qui est très, on rentre dès qu'il y a une excuse et on ressort jamais de la toile. Et à mon avis, pardon de faire une deuxième fois de l'ethnologie de comptoir, je pense que ça tient beaucoup à la formation de nos élites. Beaucoup de patrons d'entreprise, sont d'ailleurs remarquables le plus souvent, sont soit des ingénieurs qui ont été habitués à optimiser comme on optimise le rendement d'un moteur, soit des gens qui sont passés par le budget où on essaie de faire rentrer les dredons dans la valise. Je pense que ça les a un peu déformés et qui ce sont trop rarement des gens qui se projettent, sauf dans la projection internationale, où ça, pour le coup, ils le font très bien. Mais le plus souvent, ils ont une vision un peu étroite d'optimisation du moteur plutôt que d'investissement et de relance. Et je crois que ça, c'est un des problèmes français. C'est une partie de notre difficulté à sortir de la crise. Alors même, rappelez-vous qu'il y a 6 ou 7 ans, on disait, formidable, grâce à nos filets de sécurité, on est moins tombé que les autres. Sauf que, quand vous voyez aujourd'hui, on a le 2e plus gros déficit de la zone euro, sans aucune explication possible. Et limite le premier l'année prochaine. Je pense le premier l'année prochaine. C'est absolument dingue. On nous avait dit, regardez, la France, elle est tellement meilleure que les autres qu'elle tombe moins au fond. Puis maintenant, on se rend compte que 7 ans après la fin de la crise... Mais ça, en termes de croissance économique, c'est vrai. On est descendu beaucoup moins vite. Et on est en dessous de l'Allemagne quand vous prenez les indices. Mais arrêtez de prendre toujours l'Allemagne. 5-6 points. Vous prenez les bons élèves. Mais vous prenez le meilleur élève. Mais la zone euro... Moi, je veux bien qu'on se compare à la Grèce. Mais non, mais on peut se comparer aux 4 grands pays de la zone euro. On peut se comparer à l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et bien là, on est 8 points au-dessus de tout le monde. Mettons le 5e avec la Pologne, ça va on est 9 points au-dessus. On est 9 points de PIB au-dessus. Enfin, si vous prenez le point de 2008, nous aujourd'hui on est 4 points au-dessus de 2008. L'Espagne est à 10.
L'Allemagne est à 10, l'Espagne est à +2, donc on est 2 points au-dessus, et l'Italie est à -6, donc on est Et quand la même... Pologne est sans doute à +15. Non, mais d'accord, les 5 grands pays de Non, l'Union. mais- Pourquoi vous arrêtez juste au moment où ça vous arrange? Mais parce qu'on prend les 4 grands pays... Bah, mais la qu'il Pologne, faut- c'est gros. Hein. Non, mais... Non, mais attendez, si. non, mais prenons... Bah ok, non, mais c'est pas exactement dans le même développement économique que nous. Non, mais il y a un peu encore de rattrapage, etc. Il faut quand même prendre des économies qui sont relativement proches. L'Italie s'enlise. Voilà. Bah, C'est non, mais ça la l'Italie, vraie et différence. l'Espagne aussi. Non, Mais- l'Espagne mais a l'Espagne- connu un terrible trou et rebondit Il y a très 16% magnifiquement. de chômage. 16% de chômage. Non, mais vous En êtes termes le en termes premier. de PIB, l'Espagne aujourd'hui par rapport au pire de la crise, Plus 2. plus 2. Donc ils sont sortis, Enfin, mais mais non, mais ils sont au plus bout de de- 7 mais ans, non, c'est pas à terrible. peine. quoi. Voilà, Ils sont voilà, pas on est sortis, d'accord, on est encore le Non, mais ils sont clapotis, pas à mon avis, sortis. C'est ça, Non, ouais. mais ils sont pas sortis. Non, mais c'est pas vrai. Il y avait un chômage qui était à 8% Ouais. au moment de la crise. Ils sont à 16. Non, Oui, mais- mais enfin, c'est monté à 25 ou mais 26, peu importe, hein, voilà. non, mais peu importe. bah Mais non, peu vous-même, vous importe êtes pas. le premier. Non, Ça mais vous êtes le redescend. premier à dire le pire des pires, c'est le chômage de masse en France. Le chômage, On il le est dit à tous, je crois, ouais. Ben oui, mais il est à 8,9. Il est à 16 en Espagne et ça, par contre, tout va Avec une bien. statistique qui a toujours été bizarre en Ah, ça y Espagne. est, Non, non, c'est mais la statistique sérieusement. qui est mauvaise. Non, mais on est d'accord que Ça arrange on pas. peut pas Elle est mauvaise. considérer. Non, mais on peut pas considérer que l'Espagne est sortie d'affaires alors qu'ils sont à plus 16 A de dit qu'ils chômage. étaient sortis Ah, d'affaires. mais si on revient au sujet, parce qu'il reste quelques Revenons minutes, au sujet. si on revient au sujet, donc si on doit conclure, on se dit quoi? On se dit que ces méga profits, encore une fois, c'est cassé record, mais si ça ne sert pas vraiment, ça ne ruisselle pas vraiment au niveau de l'économie française, c'est inhérent au fait qu'elles ne gagnent pas leur argent en France Bah oui. et qu'il faut s'y faire et que... Il ne faut pas oublier quand même, par les mécanismes, je suis d'accord qu'on peut les renforcer, mais par les mécanismes de participation et d'intéressement, il y a quand même une grande partie de l'argent qui est gagné hors de France qui est redistribué en France. Souvent, les mécanismes d'intéressement On parle de combien de salariés en tout Voilà, qui bénéficient d'un plan qui d'intéressement. qui ou travaillent de- pour les boîtes du CAC 40. Ah, ça, j'en sais Quelques rien. centaines de milliers. Non, Non, mais- plus, je pense. Oui, Enfin, pas tant que ça, non, parce Moi, qu'en réalité, non, quoi, le mais- CAC 40, ça doit faire 15-20%, 15%, Non, j'ai j'ai peur de pas- dire Moi, une je dirais bêtise. quelques centaines de milliers. Donc, Parce que ce que quelques vous dites là, centaines de comme milliers, mais limité. non, oui, non, parce que normalement, justement, si tout va bien, elles doivent desserrer un peu la contrainte sur les sous-traitants. Les sous-traitants doivent Oui, se mais trouver. ça, dans- c'est- Et on le ça, voit c'est pas, ça pour qui ça. n'arrive pas suffisamment. Bah On oui. commence à le voir, mais c'est ça qui n'arrive pas suffisamment vite. En Je tout suis cas, Philippe commence à le voir. non, 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 regardez les chiffres. On commence à voir que les sous-traitants souffrent moins, sont plus optimistes sur l'avenir, les Mais commandes, c'est pas etc. lié au hein. CAC 40, c'est quand même lié à une reprise économique qui est présente quand même en Oui, France. mais le CAC 40 est quand même donneur d'ordre pour beaucoup Oui. d'entreprises, en particulier dans les services à forte valeur ajoutée. hein. Il n'y a pas beaucoup de services à forte valeur ajoutée entre PME. Non, mais ces bénéfices, en fait, Allez, mot de la fin. Non, mais il faut pas les regarder. Enfin, c'est très bien qu'il les fasse, etc. Le ruissellement, ça n'existe pas. Il faut pas y compter. Un peu quand même. Mais non, mais, pas ok, assez, mais c'est complètement marginal. C'est complètement marginal. Et moi, donc, je pense que c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, ce sont les autres entreprises qu'il faut aider. Et donc, il faudrait que les politiques s'intéressent beaucoup plus à cela et essayer tout de même Je ne sais pas de s'il faire faut des. les aider. En tout cas, Mais faire des politiques ciblées, en tout cas des politiques ciblées, mais pas sur ce type d'entreprise. Ces entreprises n'ont pas besoin d'argent public. elles en ont en tout cas pas plus besoin que les autres. Ça, on peut le dire. Et elles en bénéficient plus. Allez, c'était bien. C'est pas mal, il était bon ce débat, non? Bon, on reviendra alors. J'espère. Revenez vite, les amis. Philippe Madière d'un côté, président de Footprint Consultant, et Eric Ayer, directeur du département Analyse et prévision de l'OFCE. Merci à tous les deux. Bye.